Donc on est reparti pour un tour et on va commencer ce petit live par une petite explication sur comment commencer une game sur Bannerlord, hein, les petites erreurs à pas faire et comment bien commencer. Donc on va faire campagne et puis on va regarder un petit peu le mode quand on commence, hein, comment ça se passe. Alors, tout simplement, moi déjà je conseillerais aux gens de commencer en mode vanilla, c'est-à-dire de ne pas commencer avec des mods, ça vous permettra de voir un petit peu les différences que vous apportent les mods et ça vous convaincra de pourquoi vous les avez. Donc, je conseillerais tout le temps aux gens de commencer par une game sans mode, en tout cas au moins le début, pour vraiment bien voir la différence. Je ferai une vidéo sur, enfin peut-être j'en parlerai dans celle-ci sur les mods à avoir quand on commence. Donc déjà on arrive sur cette page là de création de personnages, on va choisir la culture du personnage, donc on va voir qu'il y a différents bonus en fonction des différentes cultures. Donc les Vlandiens par exemple c'est 20% d'XP en plus pour les troupes pendant les batailles. Les Sturgiens ça réduit le malus quand on marche dans la neige de 20%. L'Empire ça augmente de 20% la vitesse de construction des projets de ville et les réparations de murs et des engins de siège. Les caravanes pour les Aserai, c'est les caravanes coûtent 30% moins cher à construire, réduction des pénalités commerciales de 10%. Les Kuzaïd, vous avez un bonus de vitesse de déplacement quand vous êtes avec des cavaliers sur la map. Et les Batanian, vous avez un bonus... Non, vous avez une pénalité réduite quand vous vous déplacez dans les forêts. Alors les Vlandiens, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Moi déjà je dirais que 20% d'XP en plus pendant les batailles, c'est vraiment pas le truc que je trouve le plus opti. Souvent en late game on a que des troupes qui sont déjà élevées, on n'a pas forcément besoin d'XP en plus. Mais bon, à la limite pourquoi pas, pour moi c'est surtout une classe qui va être RP. En tout cas, je trouve que le bonus n'est pas très avantageux. Les Sturgiens, c'est à peu près pareil. Le bonus, la réduction du malus de déplacement dans la neige, franchement, il n'est pas réellement significatif. Hein. J'ai pas l'impression qu'on court vraiment beaucoup plus vite. En tout cas, je trouve pas ça dingue. Pour moi, le plus cheaté, c'est celui de l'Empire. 20% de construction en plus sur les projets des villes et sur la réparation des murs et pour les engins de siège. Clairement, pour moi, c'est de loin le truc le plus cheaté. C'est le truc qui va être le plus utile en late game, notamment pour les engins de siège. Ça va vous faire gagner énormément de temps, notamment pour avoir votre première base, votre premier château. Donc ça, très clairement, pour moi, c'est vraiment de loin la classe qui a le mode le plus, enfin l'avantage de culture le plus opti. Les Aserai c'est pareil, pour moi c'est surtout RP, c'est si vous voulez faire un marchand, à ce moment là c'est sympa, vous faites un Aserai, ok, vous avez des caravanes qui coûtent moins cher et vous avez des pénalités qui sont réduites de 10%, pareil, je trouve pas ça dingue, on va pas se mentir. C'est surtout RP. Les Kuzaïd, pareil, plutôt RP. Vous avez un bonus de déplacement avec vos troupes de cavalerie. C'est cool. Maintenant, 10%, c'est pas non plus un truc de dingue. Donc voilà, hein, c'est pas ultra significatif. C'est surtout RP, je trouve. Et les Battalions, c'est pareil. Vous avez moins de pénalités de vitesse de groupe dans les forêts. Donc clairement, pour moi, la classe avec le bonus le plus cheaté, c'est l'Empire de loin par rapport aux autres. Après, les autres, voilà, c'est du déplacement. Les Kuzaït en matière de déplacement, bah, c'est ceux qui ont le meilleur bonus par rapport aux Sturgiens et aux Batanian. Les Vlandiens pour moi c'est vraiment RP, les Aserai pour moi c'est vraiment RP. Voilà. On va arriver du coup à cette fenêtre là où vous allez choisir grosso modo, je sais même pas du coup ce que j'ai pris dans le truc d'avant. J'ai cliqué sur un truc. On va dire on va faire un Kuzaït. Voilà, vous arrivez sur une fenêtre où vous pouvez créer absolument tout ce que vous voulez. L'intonation de la voix, je vous conseillerais quand même de prendre une voix, de bien la tester parce qu'après vous allez l'entendre tout le temps. Donc faites attention. Voilà, là c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser. Là ça, chacun fait un peu comme il veut. Vous avez un mode qui vous permet de rajouter des petits trucs au niveau de la forme physique de votre personnage. Voilà, super cool. Vous pouvez mettre plein de trucs, des cicatrices, des machins, des trucs. Ok, c'est génial. Voilà, on va lui mettre ça, et puis on va faire suivant, ça c'est chacun fait comme il veut. On arrive dans cette page, par contre, qui commence à être assez importante, où on va choisir l'origine. Alors à partir de là, vous allez avoir le choix entre différentes choses, ça va vous donner des points juste ici en fonction des compétences que vous voulez monter. Si vous jouez en mode vanilla, que vous n'avez pas de boost au niveau des compétences, des attributs, des points skill ou des choses comme ça, va falloir faire hyper attention si vous voulez monter certaines catégories, et dans ce cas là je vous dirais de pas trop vous soucier de ça, mais de vraiment regarder ce qui se passe à gauche. Quand vous allez cliquer, ça va mettre là par exemple un point dans charme, un point dans commerce, un point dans social, et donc là je vous dirais de faire super gaffe à ce qui se passe sur la gauche et de trouver en fonction des différents trucs que vous allez faire, des différents choix que vous allez faire,
la bonne combinaison pour ce que vous voulez développer et les traits de skill, voilà, de talent que vous voulez développer après dans votre game. Voilà, ça va être super important. Si vous voulez jouer en mode RP, vous vous fichez complètement de ce qui se passe à gauche et vous regardez uniquement ce qui se passe à droite et la petite explication qu'on va avoir là. Ce qui nous amène à, moi je vais faire un peu au pif, on s'en fout, c'est pas très important, c'est vraiment une combinaison de différentes choses. Donc c'est la manière dont vous allez jouer qui va vous importer. Vous pouvez revenir en arrière une fois que vous avez déjà sélectionné des trucs, voir ce que ça fait si vous changez pour vraiment avoir les bons points bien placés au bon endroit sur la gauche. Très clairement, moi la première game que j'ai fait, je me suis pas trop soucié de rien du tout, j'étais plutôt en mode RP et j'ai réussi à la finir. Au final je me suis rendu compte que j'avais super mal attribué mes points de talent et que donc du coup on peut très bien faire des games sans avoir des points de talent qui sont full opti, donc c'est vraiment pas ça qui va être important. Ça va vraiment définir après la manière dont vous allez jouer. Ce qu'il faut vraiment noter c'est plutôt je dirais voilà, à partir de là. Là ici vous voyez on peut commencer à gagner plus 1 en calculateur, ça veut dire que vous aurez un trait de caractère qui va être calculateur. Si je fais ça vous allez avoir un trait de caractère qui va être vaillance. Si vous faites ça vous allez avoir pas de trait de caractère par exemple. Voilà, donc ça c'est une des pages les plus importantes dans la création et ça va vous définir les traits de caractère. Encore une fois, si vous voulez jouer en mode, là ici c'est plus 1 à clémence, générosité et honneur. Vous allez avoir merci, vous allez avoir généreux et vous allez avoir honneur. Donc ça très clairement c'est celui qui est le plus cheaté au niveau de la création de personnages pour avoir des traits. Vous en avez déjà 3 qui sont validés en positif par exemple. Voilà, donc cette page pour moi c'est vraiment celle qui commence à être la plus importante où il y a des choses qui vont changer, donc faites bien attention à ça. Plus vous avez de traits, plus vous pouvez facilement convaincre des lords après de devenir vos vassaux, en tout cas les lords qui ont des traits positifs. Maintenant encore une fois c'est pas non plus significatif. Dans ma première game j'avais que des traits en négatif et j'ai réussi à la finir et à convaincre du monde de venir dans mon camp. Voilà. C'est quand même important de le dire. Moi ce que je vais vous conseiller c'est vraiment de choisir un peu les trucs et après bah, si vous voulez vous revenez en arrière et puis vous dites bah non tiens celui-là il était plus opti parce qu'en fait je vais avoir un truc en une main et puis un point là ici en escroquerie. À noter qu'il y a quand même des skills qui sont, enfin je trouve en tout cas des arbres qui sont moins importants que les autres. Par exemple intelligence, je le trouve moins important que les autres simplement parce que vous pouvez avoir un compagnon qui va vous donner du skill en médecine, vous pouvez avoir un compagnon qui va vous donner du skill en ingénierie et donc le seul qui va vous intéresser finalement ça va être intendance qui se monte très facilement et dans lequel vous pouvez juste mettre 5 points de focus et monter tout simplement votre intendance. Intendance c'est un des trucs qui se monte le plus facilement. Ça va être lié à la nourriture. Si vous donnez une nourriture diversifiée à vos gadgets, et ben ça va monter tout simplement. Voilà. Donc pour moi celui-là si vous le laissez à 2, ben c'est pas forcément grave du tout. Vous pourrez toujours mettre vos 5 points de talent dans intendance et le monter très simplement. Un deuxième qui pour moi est quand même moins opti, c'est contrôle. Parce que d'une manière générale, en arme à distance, soit vous prenez du throwing, soit des armes de jet, soit vous prenez une arbalète, soit vous prenez un arc. Mais vous faites rarement les trois. Bon, après, c'est impossible de faire réellement les trois, en tout cas de monter efficacement les trois. Donc celui-là et celui-là, pour moi, un contrôle et intelligence, c'est les moins optis dans lesquels mettre des points d'attribut, très clairement. Vigueur, vous pouvez largement monter les trois d'un coup. Par exemple, si vous vous battez avec un bouclier et une lance, et ben vous allez monter une main et arme d'ast. Et en même temps, de temps en temps, votre lance, vous allez la prendre à deux mains. Et donc, vous allez aussi monter le skill de deux mains. Là, ici, endurance, par exemple, si vous comptez pas du tout faire de forge et que vous voulez être à cheval, c'est pas non plus hyper important. Vous allez monter que celui-là. Donc, c'est pas franchement significatif. Donc pareil, celui-là il peut être laissé un peu plus bas si jamais vous prenez la décision de ne pas faire de forge. Si vous voulez être forgeron et soit marcher à pied, soit être à cheval, et bien dans ce cas-là, mettez des points dedans parce que vous allez monter au moins 2 sur 3. Voilà, sachant que athlétisme monte forcément un peu parce qu'il y a pas mal de moments où de toute façon vous êtes à pied de manière obligatoire quand vous vous baladez dans les villes, quand vous faites des tournois, quand vous faites des trucs comme ça. Donc athlétisme monte forcément un petit peu. Donc, les points d'attribut balancés dans endurance sont pas forcément perdus. Ruse, là vous allez en monter au moins 2, l'exploration et la tactique. Donc pareil, c'est plutôt rentable. Un des plus rentables pour moi, c'est social, où les 3 points sont assez importants.
trade, commerce peut-être un peu moins que les deux autres, mais en tout cas commandement et charme ils sont super importants, donc vous pouvez balancer de l'attribut dans social. Et donc pour moi les deux les plus optis c'est vigueur et social, puisque c'est ce qui va vous permettre de débloquer derrière le plus de niveaux, parce que chaque point que vous prenez dans une catégorie va vous donner des points d'expérience, et c'est avec ces points d'expérience que vous allez monter de niveau. En montant de niveau vous allez débloquer des points d'attribut, avec les points d'attribut vous allez pouvoir, et des points de focus, avec les points d'attribut, les points de focus vous allez pouvoir débloquer une avancée dans les différents talents que vous allez choisir. Je vais vous montrer ça juste après, donc ça va vous permettre d'avancer dans vos niveaux. Voilà, donc la répartition de ces points est assez importante. Si vous voulez faire un truc opti, vous souciez absolument pas de ce qui est marqué là, vous regardez que ce qui est à gauche et vous faites la bonne combinaison pour vous. Et si vous voulez jouer que en mode RP, ben vous regardez que ce qui est à droite et vous fichez de ce qui est à gauche, et puis vous verrez après avec les talents de votre perso. Voilà, nous on va faire un truc complètement au pif, on s'en fiche, à la gure c'est très bien, c'est parti. Voilà, je vous conseillerais tout le temps de vous mettre en réaliste, simplement parce que je trouve que le jeu est pas spécialement dur, donc très clairement faire de votre première game en réaliste c'est absolument pas un problème du tout, et on va faire démarrer une partie. On arrive donc... On n'arrive pas encore parce qu'il y a le temps de chargement, mais on arrive donc sur la partie. Vous allez avoir la possibilité de faire un tutoriel. Si c'est votre première game, je vous conseille vivement de faire le tutoriel, surtout si vous n'avez pas joué à Mount & Blade 1. Si vous avez joué à Mount & Blade 1, ça sera quand même moins important de faire le tutoriel, mais je vous conseillerais toujours de le faire, surtout que si vous faites le tutoriel, vous allez avoir une petite quête, une petite explication de comment, enfin de ce que vous devez faire et tout ça, et franchement ça va vous aider dans votre game, on va pas se mentir. On va le passer parce qu'on connaît le jeu par cœur, donc on va le passer. Donc on arrive du coup au camp d'entraînement. Là je fais partir, j'ai ça qui apparaît parce que du coup je ne fais pas la quête du tutoriel. Du coup il m'explique ce qui s'est passé pendant la quête du tutoriel, où on récupère du coup un morceau de la bannière de Neretzes, et qui va être la quête principale. Voilà, c'est génial, on va faire ça comme ça, hop. Voilà, et donc là je pop sur la map, je suis tout seul avec un poney, et on va regarder tout de suite les différents skills. Et là vous allez voir que en plus de votre création de personnage, vous avez la possibilité d'attribuer un point d'attribut et un point de focus. Comment est-ce que ça fonctionne tout ça? C'est tout simple. Vous avez une barre d'expérience qui va être de tout ça, et vous avez un taux d'apprentissage. C'est grosso modo un multiplicateur à quelle vitesse vous allez apprendre, monter vos talents dans différentes catégories. Quand vous mettez un point d'attribut dans une catégorie, vous augmentez de 10 la limite d'apprentissage. Quand vous mettez un point de focus dans une catégorie, vous augmentez de 30 la limite d'apprentissage. A savoir que la limite d'apprentissage peut être dépassée, c'est-à-dire que si là je monte, là par exemple je suis bloqué à 120, si je monte une main jusqu'à 120, à partir de 120, je vais continuer à apprendre, mais ça va être de moins en moins vite, ça va être de moins en moins rapide. Ok? Donc très clairement, plus vous voulez monter une catégorie, plus il faut pousser la limite d'apprentissage haut. Et plus vite vous allez le monter aussi du coup. Alors, ça c'est un truc qui est hyper important, c'est que ici on va retrouver, voilà, donc là vous avez une base de taux d'apprentissage de 1,82. La vigueur, donc c'est les points d'attribut que j'ai fixés qui augmentent le multiplicateur de 2,91. Et les points de focalisation, donc c'est ces points-là, on en a un par niveau, qui augmentent la vitesse d'apprentissage de 5,45, ce qui nous fait un total de 10,18. Ok, là ici on retrouve la limite d'apprentissage, plus 30 pour la vigueur, donc c'est bien ce que je vous disais, il y a 3 points attribués en vigueur, et il y a 3 points attribués par les points de focus, et ça nous emmène du coup 30 pour la vigueur, plus 90 pour les points de focus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que très clairement, une fois que vous avez atteint la limite d'apprentissage, ce qui va être le plus significatif, c'est les points d'attribut. Donc plus vous aurez mis de points d'attribut dans une catégorie, plus vous aurez la possibilité de monter votre expérience après avoir atteint la limite d'apprentissage. Un autre truc qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous dépassez la limite d'apprentissage, bah les points que vous allez attribuer après en point de focus ou en point d'attribut seront pas rajoutés à ce que vous avez déjà appris. Mettons, par exemple, si je rajoute 5 points dans une main, parce que c'est le maximum, 5, ça fait 5 x 30, ça fait 150 points, ça veut dire que je vais monter ma limite d'apprentissage jusqu'à 150. Si j'arrive à 155 et que je rajoute un point d'attribut derrière, mettons que je l'avais laissé à 2, je rajoute un point d'attribut derrière, et ben ça va pas me mettre à 165, ça va me mettre à 160.
Voilà. Donc ça c'est un truc dont il faut surveiller, c'est de toujours avoir un petit peu de vert dans les trucs les plus importants pour vous. Ça va vous permettre de ne pas gâcher de temps et pas de gâcher de points de focalisation. À noter aussi du coup qu'il va falloir faire attention à mettre des points de focalisation et des points d'attribut dans des trucs que vous allez bel et bien monter. Si vous ne les montez pas, par exemple là ici j'ai 50 points d'expérience à aller chercher avec un bonus de 5,82. Si je ne vais pas les chercher, bah c'est des points d'expérience que je récupérerai jamais. Et du coup, c'est un point skill, un point de focus qui va être perdu et un point d'attribut finalement qui va être un peu perdu aussi. Voilà. Donc bien aller chercher tous les trucs dans lesquels vous avez mis des points d'attribut, même si c'est des catégories dans lesquelles vous ne montez pas, vous n'avez pas forcément envie de les développer. Par exemple, là, mettons demain, j'ai pas envie de le monter, et ben, j'ai 30 points d'expérience à aller chercher, et ben je vais aller les chercher quand même. Et une fois que j'aurai atteint la limite d'apprentissage, je m'en soucierai plus. Mais ça sera toujours 30 points que vous allez mettre là-haut, qui va vous permettre de monter des niveaux, qui va vous permettre d'avoir plus de points d'attribut, qui va vous permettre d'avoir plus de points de focus. Voilà grosso modo tout ce qu'il y a à dire sur cette partie-là de création de personnages. Bien surveiller de rester dans le vert pour les catégories qui vous importent le plus, et je dirais les plus faciles à monter. Pour vous dire un peu les plus faciles à monter pour moi, c'est celle-là, voilà, parce que c'est ce que vous allez utiliser le plus. Celle-là aussi, parce que c'est celle que vous allez utiliser le plus. Forgeron, équitation, athlétisme, pareil, ça se monte assez bien de manière simple en jouant. Exploration, tactique, ça se monte assez bien. Escroquerie, ça dépend du RP que vous avez choisi. Charme, commandement et commerce. Charme et commandement, ça se monte facilement sans problème. Charme en faisant des échanges avec n'importe quel seigneur. Vous lui demandez un, vous lui donnez un, ça vous ramène du charme. En libérant des mecs après les batailles, ça va vous donner du charme. En faisant des quêtes, ça va vous donner du charme. Et d'une manière générale, tout ce qui va améliorer votre relation avec les autres personnages non joueurs du jeu, ça va vous donner du charme. Commandement, c'est en créant des armées. Donc voilà, il suffit de se balader avec des armées et ça monte tout seul. Intendance, il suffit de nourrir ses Gadjo dans son groupe et à ce moment là vous allez le monter. Médecine, il suffit de rester dans des bases et de faire soigner les personnages dedans. Pour moi c'est un des plus durs à monter, médecine, celui que j'ai plus de mal à monter en tout cas. Puis de toute façon il y a plein de compagnons qui ont des skills assez hauts en médecine, donc voilà. Ingénierie, c'est en faisant des sièges, mais pareil vous avez un compagnon qui peut vous l'apporter. Alors pareil pour intendance, il y a des compagnons qui peuvent vous l'apporter. Maintenant, comme ils se montent très facilement, c'est moins important. Et exploration, il y a un petit truc important à savoir, c'est qu'il faut jouer proche de votre personnage pour monter l'exploration. Si vous jouez assez loin de votre personnage comme ça, vous montrez jamais votre exploration. Il faut vraiment être proche de votre personnage, ça va vous permettre de voir plus de choses sur la map. Et donc votre personnage va monter son exploration, puisqu'il va repérer des traces à chaque fois que vous allez croiser quelqu'un et machin et tout, et ça va monter votre exploration. Si vous jouez loin, vous n'allez jamais monter votre exploration. A noter que vous n'êtes pas obligé de monter l'exploration. Il y a plein de compagnons qui vont vous permettre d'avoir ces bonus là. Ça se passe où? Ça se passe là-dedans, dans le clan. Vous cliquez sur rôle et vous choisissez le rôle à attribuer. Donc chirurgien, c'est pour la médecine. Intendant, c'est pour l'intendance, quoi, en anglais steward. Éclaireur, c'est pour l'exploration. Et ingénieur, c'est pour les trucs de siège. Voilà, vous avez créé votre personnage, vous avez créé votre bannière. Un petit tip sur les bannières, faites gaffe aux couleurs que vous allez choisir, parce que moi dans ma première game par exemple j'avais choisi les mêmes couleurs que les Vlandiens et c'était relou parce que du coup à chaque fois que je croisais des Vlandiens ou qu'il se passait un truc avec les Vlandiens, je savais jamais si c'était une armée de mes vassaux à moi ou une armée de leurs vassaux à eux, surtout quand j'étais pas en guerre avec eux, parce que quand vous n'êtes pas en guerre avec eux le nom est blanc et franchement c'est pas pratique. Donc je vous conseillerais de choisir une couleur qui est pas déjà attribuée. Alors c'est assez compliqué parce que vous voyez qu'il y en a déjà beaucoup et qu'il n'y en a pas beaucoup dans le truc de création de bannières, très clairement. On a un choix qui est quand même relativement limité au niveau des couleurs. Donc si vous n'avez pas de mode pour augmenter le nombre de couleurs, et ben moi je vous conseillerais de prendre du noir, tout simplement. Voilà, moi c'est ce que je fais maintenant, c'est que je mets du noir. J'ai pas le truc pour modifier le nombre de couleurs parce que je trouve que les couleurs elles sont moches, elles sont soit trop flash, trop fluo, trop machin, bref, du coup je mets du noir. Maintenant vous pouvez en choisir un autre et puis bien faire attention, si vous voulez du rose, vous pouvez mettre du rose, bref. Maintenant si vous choisissez une couleur qui existe déjà, bah, mettez une couleur d'emblème qui sera au moins blanc, ça vous permettra de mieux vous différencier des autres sur la carte. Donc voilà, on a commencé, on a fait notre petit personnage, vous avez fait le tuto, donc vous avez quelques troupes avec vous et vous avez un peu de nourriture. Nous c'est pas le cas, on va tout de suite aller acheter un petit peu de nourriture. Voilà, hop, on va acheter un peu de nourriture et surtout on va recruter des troupes. Alors,
Ça va être hyper important, ça va être de recruter tout de suite pas mal de petites troupes. Et un deuxième truc qui va être super important, là ici, juste là, on peut le faire, on va acheter des produits, ça va être d'acheter des chevaux de trait. Chevaux de trait, c'est les trucs qui coûtent le moins cher et qui vont vous permettre d'augmenter votre capacité de l'inventaire et qui va vous permettre de faire du commerce assez rapidement. Donc déjà, on va acheter les chevaux de trait et on va recruter des troupes. Voilà, c'est fait. J'ai quelques petits chevaux de trait, on va continuer dans cette direction-là. On va aller voir au truc d'après. On va encore une fois recruter des troupes. Voilà. Là on voit qu'il y a 12 looters qui sont juste là, on est 9 qui vont peut-être essayer de m'attaquer. Alors soit vous essayez de les éviter, soit vous commencez le combat. À 9 contre 12 looters ça peut se faire très bien. Là en l'occurrence on n'est pas là pour ça, on va recruter des troupes. Voilà, et surtout on va acheter des produits. Il n'y a pas de chevaux de trait, il n'y a pas de chevaux de trait dans cette ville. Ok, très bien, on va continuer, voilà, on est 12. Les looters ils fuient, ils ont peur. On va aller à l'Icaron et on va faire pareil. On va acheter des chevaux de trait. Il n'y en a pas, c'est la loose. Et on va surtout recruter des troupes. Voilà, vous avez vos 15 petits bons hommes, vous êtes bien, vous avez vu déjà à partir de 12 les looters ils me fuyaient, vous allez pouvoir commencer à attaquer des looters. Et de loin, le truc le plus rentable en début de game, ça va être d'attaquer des looters. Donc là ils sont 15, on est 15, allez hop c'est parti, on va les attaquer. Combattez-moi, très bien, allez vas-y. Alors je vous conseillerais pas d'attaquer 15 looters si c'est votre première game en étant 15. On va quand même espérer pas se faire péter par des looters. Mais normalement ça devrait plutôt bien se passer. Pour faire disparaître le message à gauche, il suffit de faire toutes les touches de déplacement et le message qui était à droite, pardon, et le message du tutoriel disparaît. Allez, ils sont mes petits looters, ils sont là-bas. On va commencer tout de suite à leur tirer dessus gentiment. Visiblement ça ne marche pas. On va leur mettre des coups. Puis surtout on va essayer de... Voilà, on voit ils se font dépop par nos petits gadgets. Voilà, ça dégage. On va essayer de les aider un petit peu. C'est fait. Allez hop. Voilà. Donc cette bataille incroyable est gagnée. Vous avez votre première victoire en poche. Et là qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez sur ce petit menu. Vous voyez les différentes troupes que vous avez perdues. Donc là on voit que j'ai des blessés. J'ai pas de morts. Et en face ils sont 2 blessés et 12 morts. 2 blessés ça veut dire que je vais pouvoir récupérer 2 prisonniers dans la fenêtre d'après. Voilà, je récupère mes 2 petits pillards qui étaient blessés. Et je peux faire évoluer des troupes. Moi là ce que je vais choisir dans un premier temps, ça va être de faire majoritairement des fantassins avec un bouclier parce qu'ils vont bien mieux se défendre contre les looters. Et puis 2 archers. Voilà, tout simplement. Et c'est ce que je vais faire comme ratio un peu au début. On récupère du butin, on est content. Et là on voit tout de suite qu'on a un petit item à équiper qui est celui-là, parce que ces bottes là je pense qu'elles sont buggées. Je pense que dans les versions après le early access l'armure de jambes va être remise au bon niveau parce qu'elles font 16 et honnêtement c'est assez cheaté pour des armures qu'on peut looter sur des pillards tout pourris. Donc voilà, très clairement le reste est complètement nul. Parfois vous avez des casques qui sont un peu mieux que le vôtre en fonction de la race, du kingdom d'origine que vous avez choisi. Ok, on est content. Là on voit celui qui s'est enfui, il est toujours là sur la map. On va aller tout de suite vendre ces petits items. Commerce. Voilà, et on va vendre tout ce qu'on vient de looter. Tac tac, ça dégage. Et ça aussi, ça dégage. Et on se fait 414. Plus l'argent qu'on a pris sur les looters quand on les a tapés. Parce qu'au moment où vous tapez les looters, vous gagnez un peu d'argent. Et on va pouvoir tout de suite se rendre à la taverne et rançonner les prisonniers qu'on avait. Voilà, on va récupérer 10 en plus. C'est de loin la manière la plus sûre de vous faire de l'argent et de l'expérience en début de game. Vous attaquez du looter, du pillard, vous attaquez du pillard, vous allez vendre les items, vous vous éloignez pas trop des villes. Et c'est de loin le truc le plus sûr pour gagner de l'argent. Dès que vous commencez à avoir suffisamment d'argent, vous pouvez recruter une nouvelle fois, continuer à acheter des petits chevaux de trait pour prévoir après votre commerce, parce que la deuxième étape après ça va être de faire un peu du commerce. Voilà, je vais recruter un peu des troupes, je vais acheter, alors là je peux toujours pas acheter de chevaux de trait, ok c'est dommage. On va aller voir au bled d'à côté si jamais on peut. Yo Zibling, écoute je fais une petite vidéo pour expliquer comment commencer une game pour ma petite chaîne YouTube. On achète des produits, hop on a de nouveau 2 chevaux de trait, on va les acheter tout de suite.
Et on va encore une fois voilà, recruter des troupes. Alors, il y a un petit truc qu'il faut savoir sur les chevaux de trait, c'est que le moyen le plus efficace d'en avoir des pas chers et de manière générale de faire du commerce au tout début du jeu, ça va être de trouver des villageois. Les villageois des différents petits villages vont vendre dans les grandes villes ce qu'ils produisent, et au moment où ils se déplacent sur la map, quand ils font l'aller entre leur village et la ville, et ben vous pouvez leur acheter les marchandises, et c'est de loin le moment où les marchandises sont les moins chères. Très clairement, vous pouvez trouver des chevaux de trait à 11, vous pouvez trouver vraiment des trucs, c'est vraiment les prix souvent sont au ras des pâquerettes, donc très clairement vous pouvez, par contre il faut avoir un peu d'argent parce qu'ils vous demandent de tout acheter d'un coup, et donc souvent c'est 600, 700, 1000, donc voilà, c'est pas forcément le plus opti là tout de suite, mais en tout cas dans un avenir très très proche, ça va être largement le plus opti. Bon, on n'a pas de bol, il n'y a pas de chevaux de trait à acheter, tant pis, on a un poids qui est limité à 830 et on a une petite armée de 16. On va pouvoir repousser les premiers looters qu'on va voir, on va toujours essayer de les friter, les petits looters, les petits groupes de looters, et on va monter comme ça son expérience, on va gagner un peu d'argent, on va vendre dans les villes. Mais là maintenant ce qu'on veut c'est faire un petit peu de commerce. Alors c'est pas obligatoire de faire du commerce. Première partie que j'ai fait, j'ai pas du tout fait de commerce, j'ai fait que taper des looters, taper des looters, taper des looters, et après taper d'autres bandits, d'autres bandits, d'autres bandits. Voilà, je me suis focus que là-dessus. Faites bien attention à un truc, à avoir toujours un petit peu de nourriture sur vous. Alors si en plus elle est diversifiée, bah, c'est génial. Donc on va faire gaffe parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, donc on va pas en acheter trop. J'essaie d'acheter que des trucs en jaune. Vous en avez même parfois qui sont en vert. Alors rouge, ça veut dire que c'est au-dessus du prix moyen en Calradia. Si c'est jaune, ça veut dire que c'est dans la fourchette du prix moyen. Et si c'est vert, ça veut dire que c'est en dessous du prix moyen. Donc voilà, essayez d'acheter en vert ou en jaune max, mais jamais en rouge. On a pris un peu de nourriture diversifiée, on a un petit bonus, non on n'a même pas de petit bonus de nourriture, en tout cas on n'a pas de debuff parce qu'on n'a pas une nourriture diversifiée parce qu'on a déjà 3 trucs différents, voilà, donc à partir de 3 vous n'avez plus le debuff. Donc voilà, on a notre petite troupe de soldiers maintenant, soit on tape du looter et on tape du looter et on tape du looter, enfin du pillard, et après des bandits qu'on aura un petit peu plus de gadgets et on va vendre leurs items et c'est comme ça qu'on se fait de l'argent et en même temps de la renommée et c'est très bien. Maintenant, deuxième option, vous pouvez faire du commerce. Alors, le commerce en early game, moi ce que je vais vraiment conseiller, vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir, vous avez besoin d'avoir de la nourriture diversifiée, donc c'est de ne pas vous concentrer sur l'achat de nourriture pour faire du commerce. Moi ce que je vais vous conseiller, c'est de prendre tout ce qui se mange pas. Ce qui se mange pas, ça commence à partir du sel. Le sel, ça se mange pas, dommage. L'argile, les peaux, le coton, l'étoffe de lin, la fourrure, le velours, tout ça, ça se mange pas. Donc quand vous passez dans les villes, vous essayez d'acheter des trucs qui sont en verre, en achetez pas trop, et après vous baladez dans les villes et vous allez en revendre. Ça c'est la première solution. La deuxième solution, qui est pour moi de loin la plus opti, c'est celle que j'ai fait dans la dernière game où j'ai fait un acérail marchand en RP. La deuxième solution, de loin, c'est de faire du commerce avec les animaux. Commerce d'animaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez déjà les chevaux avec lesquels vous pouvez faire du commerce, les montures, et vous avez aussi les moutons, les porcs et les vaches. Pourquoi est-ce que je trouve ça super opti? Tout simplement parce que vous n'avez pas de limite avec les animaux au niveau de la capacité d'inventaire puisqu'ils marchent. Donc vous n'avez pas besoin de les porter. Donc comme vous n'avez pas beaucoup d'argent pour acheter des chevaux de trait, et bien du coup vous allez pouvoir les faire marcher tout seuls, ils vont vous suivre et donc vous pouvez en acheter bien plus. A noter qu'il y a un petit tour très très simple à faire, on commence ici à côté de Poros. Pour moi le truc le plus simple à faire ça va être de remonter en tapant du looter jusque grosso modo à Sibir. Vous allez venir ici chez les Sturgiens, ok? Vous allez aller ici acheter de la vache. Mince, il y va, non, n'y va pas, n'y va pas. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Alors bien taper, bien taper des pillards en même temps sur la route et vendre leur item parce que sinon vous n'aurez jamais assez d'argent pour aller tout là-haut. Achetez ici des vaches et ici des vaches. Vous pouvez aussi acheter de la fourrure juste à côté si vous avez déjà un peu de thunes à Omor et à Balgar parce qu'ici on a 2 villages qui font de la fourrure, ok? Vous passez par là, vous revenez par chez les Kusaïtes, vous descendez chez les Kusaïtes, vous pouvez acheter du fromage et du beurre pas trop cher, ok? Et vous venez acheter des moutons chez les Kusaïtes et vous achetez surtout des chevaux des steppes pas trop chers chez les Kusaïtes, ok? Vous descendez par là, toujours vous tapez du pillard sur la route et vous vendez les items, et après vous passez chez les Acérailles, et là, chez les Acérailles, vous allez acheter des chevaux du désert et vous allez vendre vos vaches et vos moutons et les fourrures. Et là, vous allez vous faire masse thune. Une vache chez les Acérailles, ça se vend jusque 500. Vous l'achetez à 100. Donc faites du x5. Ça, c'est absolument
génial et de loin le meilleur truc. Vous achetez des petits chevaux du désert, vous avez déjà acheté des chevaux des steppes, vous achetez des chevaux du désert, et vous allez là, et vous allez chez les Vlandiens, et vous vendez chez les Vlandiens les chevaux du désert et les chevaux des steppes. Vous achetez des cochons, parce que juste là ici vous pouvez acheter des cochons, qui sont pas chers, vous achetez des cochons ici, et vous refaites un tour de map. Ça c'est pour les animaux. Maintenant pour les denrées que vous pouvez acheter dans différents endroits, notamment au niveau de la nourriture, dans le nord, vous achetez du poisson pas cher, de la bière pas chère. Chez les Kuzaïtes, vous achetez du fromage pas cher et du beurre pas cher. Chez les Asséraï, vous achetez du grain pas cher et vous achetez des dattes pas chères. Et chez les Vlandiens et chez les Batanians, vous achetez des olives pas chères et vous achetez du raisin pas cher. A savoir que du coup, chez les Batanians, le vin est pas trop cher non plus, et chez les Vlandiens, l'huile d'olive est pas très chère non plus. Chez les Asséraï, vous pouvez aussi trouver de la bière pas trop chère. Et voilà, on a fait le tour de toutes les denrées absolument essentielles que vous allez avoir besoin d'avoir, des animaux pour vous faire de l'argent rapidement, et de la nourriture pas chère pour pouvoir nourrir vos troupes. Vous pouvez aussi faire un peu de commerce de nourriture dès que vous commencez à avoir assez de fonds pour acheter suffisamment de nourriture pour que parce qu'en fait c'est débile d'acheter de la nourriture pour la vendre plus loin si après vos soldats ils crèvent la dalle quoi. Donc voilà, très clairement il faut avoir déjà un petit fonds pour pouvoir faire du commerce de nourriture. Et surtout vous achetez les chevaux de trait. À chaque fois que vous passez vous regardez s'il y a des chevaux de trait de dispo. C'est les moins chers et en tout cas le ratio qui porte le plus par rapport au prix, c'est les moins chers de loin. Et en plus vous pouvez en acheter aux villageois dès que vous commencez à avoir un peu de thunes et que vous croisez des villageois sur la map. Et bien tout de suite vous leur parlez, vous leur dites que vous aussi vous allez au marché et que vous voulez bien savoir ce qu'ils vendent. Voilà. Avec cette technique là, en 3 heures, on était arrivé à plus de 30k gold de nar en 3 heures. Voilà, c'était réglé. À partir du moment où vous avez plus de 15, je dirais à partir de 20k, donc 20 000 de nar en poche, vous allez avoir la possibilité soit de monter une caravane qui va vous rapporter de l'argent, soit d'acheter un atelier. En early game, je vous conseillerais toujours d'acheter un atelier. Parce que la caravane, elle a un pourcentage de chance de se faire sauter par des brigands, essentiellement par des brigands. Et très clairement, vous pouvez la perdre super vite. Comme vous pouvez ne pas la perdre, ok, mais vous pouvez la perdre super vite. Et surtout, elle va mettre un petit bout de temps avant de commencer à gagner de l'argent. Surtout qu'en early game, l'économie n'est pas complètement déréglée. Et du coup, tout est pas trop cher. Du coup, les marges sont bien moins importantes. En late game, l'économie est déréglée, les prix s'envolent, et là, votre caravane, elle peut vous ramener 2500 par jour. Mais en early game, souvent, elle vous ramène 400, 500. Ce qui finalement est à peu près le même truc que les ateliers, alors que les ateliers, vous n'avez aucune chance de les perdre, sauf si vous rentrez en guerre avec la faction avec la faction où il y a la ville dans laquelle vous avez fait votre atelier. Mettons je fais un atelier à Rotae, je rentre en guerre contre le Western Empire, et ben boum, forcément ils vont me saisir mon atelier et vous l'avez perdu. Par contre l'atelier, la différence c'est que vous avez la possibilité quand vous faites clan et autres, là ils vont apparaître, vous avez la possibilité de les revendre, que votre caravane vous ne pouvez pas la revendre. Donc votre atelier vous allez le payer mettons 13 000, ça peut aller jusqu'à 17 000. Sauf qu'après vous allez avoir la possibilité de récupérer votre capital, voire même de récupérer un peu plus parce que vous allez pouvoir le vendre plus cher que ce que vous l'aviez acheté. Donc si vous savez après que vous allez rentrer en guerre avec différents mecs, ou si vous allez être mercenaire ou vassal chez quelqu'un, vous revendez tous vos ateliers, vous récupérez votre mise de départ, et en plus pendant tout le temps où vous les aviez, ils vous ont rapporté de l'argent. Donc pour moi c'est de loin l'atelier le truc le plus rentable pour se faire du fric en early game. Du coup je vais vous parler des différents ateliers que moi j'ai trouvé et que je trouve les plus rentables en early game. Pour moi c'est les brasseries. J'ai repéré grosso modo 3 belles brasseries. Vous avez la brasserie de Rotae qui vous ramène énormément de fric. Pourquoi? Parce que elle est assignée Rotae. Non toujours pas mec, arrête de te déplacer. Je peux pas cliquer tranquille sur la map sans que tu y ailles. C'est ça que tu es en train de me dire. La brasserie de Rotae, la ville de Rotae est associée à 4 villages. Carpegnon, celui-là, Terseignon, celui-là, et Leblignon, qui est juste là. Si je regarde ce qu'ils font les villages, celui-là il fait des céréales, celui-là il fait des céréales, et celui-là il fait des vaches. On a 2 villages sur 3 qui font des céréales, et ça c'est génial, parce que du coup ça veut dire qu'il y a beaucoup de villageois qui vont aller vendre des céréales à Rotae, et du coup ça veut dire que Rotae va avoir plein de céréales pour faire de la bière, Voilà. Donc quand vous créez votre atelier, ça vous dit les différentes ressources dont l'atelier a besoin. Moi je trouve que la brasserie c'est le truc le plus rentable, simplement parce que les céréales c'est le truc qui est le plus produit en Calradia. On
retrouve plein de villages qui font des céréales. Donc les caravanes transportent plus de céréales à un prix qui s'envole jamais de trop parce qu'il y en a beaucoup qui est produite. Et donc du coup forcément il y a toujours des céréales de dispo pour vos ateliers dans les villes, même si les villages se font piller. Et du coup il y a toujours votre brasserie qui tourne à donf. Donc moi je trouve que la brasserie en early game c'est de loin le truc le plus rentable, tout simplement parce que c'est la denrée qui est utilisée, qu'on retrouve le plus. Donc il y en a toujours et à pas cher. La brasserie de Rotae, la brasserie d'Ascar et la brasserie de Chaikand. Vous pouvez acheter ces 3 ateliers, ça va vous ramener entre 4 et 600 gold par jour pour chaque atelier pour un prix moyen d'achat de 15 000. C'est pour moi le truc le plus rentable pour le early game. Vous pouvez aussi investir dans l'atelier de forge, la forge de Seonon, mais elle est beaucoup plus rentable en late game qu'en early game. Voilà. Vous pouvez aussi investir dans la presse à olive de Jaculan ou de Galend, ça va vous ramener 200-300. Vous pouvez aussi investir dans comment ça s'appelle, à Ortongard, vous pouvez faire la tannerie d'Ortongard. Vous pouvez aussi investir du côté de là ici Carbon 7. Vous pouvez aussi investir dans la fabrique de bois de Carbon 7 qui est aussi très rentable. Voilà. Maintenant ça va vous ramener autant que les brasseries, mais c'est aussi des choix possibles. Il y en a sûrement plein d'autres, mais en tout cas c'est celles que je préfère et c'est pour moi celles qui rentrent, qui sont le rentable le plus vite. Le bois parfois le prix a tendance à s'envoler, que le grain le prix s'envole jamais réellement. Voilà un peu pour l'early game, comment se faire de l'argent, comment se faire une petite armée. Bah, c'est tout simple, vous recrutez, vous tapez du pillard, vous tapez des bandits. Et puis voilà, vous allez vous faire une petite armée assez rapidement, vous allez monter votre renommée. Monter votre renommée au début c'est ce qu'il y a de plus rentable pour, c'est ça, l'échelon du clan c'est la renommée. C'est le truc qui est le plus rentable pour monter la taille de votre groupe. Donc voilà, tapez du pillard, montez votre renommée. Et puis vous allez avoir un groupe qui va grossir. Vous allez pouvoir acheter des chevaux de trait avec l'argent, faire un peu de commerce, mais surtout du commerce de bétail et du commerce de chevaux. Acheter des chevaux chez les Kusaïd, chez les Aserai, vendez-les chez les Vlandiens, chez les Sturgiens. Achetez des porcs chez les Vlandiens, des vaches chez les Sturgiens, des moutons chez les Kusaïd. Et puis voilà, vous aurez fait des tours de map. Après, ce qui se passe chez les Impériaux, déjà ils ont pas de trucs vraiment pas chers du tout, ils sont à peu près tout le temps dans les prix moyens. Par contre c'est des très bonnes villes pour vendre plein de trucs. Voilà. Quand vous faites votre tour de map, s'il vous reste des trucs, par exemple il vous reste je sais pas des vaches avant d'aller chez les Sturgiens, bah passez un petit coup par les mecs de l'Empire, passez par 2-3 villes et vous allez trouver un très bon prix pour acheter vos vaches. Ça sera moins que chez les Aserai, mais ce sera toujours un bon prix. Donc en fait eux, voilà, c'est un hyper fluctuant. Si vous voulez leur prix, ils sont pas réellement producteurs moins chers d'un seul truc. C'est hyper fluctuant leur prix, ça dépend de chaque moment, du passage des caravanes, du passage de plein de trucs. Ils vont être bien meilleurs aussi sur les produits manufacturés, donc tout ce qui va être pas du produit de base quoi, donc par exemple je sais pas de l'huile d'olive ou des joyaux, enfin des bijoux, des conneries comme ça, ils vont être bons là-dedans. Voilà, il y a 2-3 conneries, qu'on peut retrouver. Par exemple les outils les moins chers c'est à Odok, voilà. Ça c'est plein de petites règles, mais vous allez vous les faire vous-même en vous baladant sur la map. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur la création de personnages et sur le early game, de ce que vous allez avoir. Ah non, un deuxième truc dont je pourrais parler, c'est la quête principale. La quête principale, elle se divise en deux. Déjà, vous avez reconstruire votre clan où vous devez avoir du flouze, vous devez avoir jusqu'à 20 hommes et vous devez avoir une renommée de rang 1 minimum. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un peu de combat. Vous voyez, j'ai fait un combat contre 15 looters et on a déjà 24 sur 50 de renommée. Il faut avoir recruté un compagnon. Pour recruter un compagnon, soit vous vous baladez dans les villes, vous allez dans la taverne et vous faites clic droit sur le personnage et vous allez voir ses stats juste là. Maintenant, vous pouvez aussi accéder à cette fenêtre-là directement par l'encyclopédie. Vous faites N sur votre clavier, vous arrivez sur l'encyclopédie, vous allez dans Vagabond et vous allez avoir tous les mecs que vous pouvez recruter. Vous pouvez comme ça chercher celui qui va être le plus adapté à votre RP avec les stats les meilleurs que vous allez préférer. Par exemple, lui, c'est un très bon archer à cheval. Donc pourquoi pas aller le chercher. Il est où? Il est à Batlacan, c'est marqué en haut à droite. Je clique là, je fais pister. Et j'arrive directement, hop, dégage, partir, voilà.
et j'arrive directement sur la map et on voit que Batlakand, eh ben, il est noirci. Voilà, il est mis en relief et donc je sais où est Batlakand. De la même manière, vous allez pouvoir faire l'autre quête, qui est celle de la folie de Neretzes. Vous allez devoir parler à 10 nobles particuliers. Donc quand vous les croisez sur la map, ils ont un petit point d'exclamation bleu. Quand vous allez leur parler, vous allez voir, il y a une phrase en jaune, vous ne pouvez pas la rater, vous cliquez dessus, ils vont vous raconter l'histoire de la folie de Neretzes. Il faut parler à 10 nobles. Vous allez en croiser plein quand vous allez faire le tour de la map pour faire du commerce, pour taper des pillards, pour taper des bandits. Très bien, vous allez les croiser, mais à la fin, il va toujours vous en manquer 2. Et ben, vous allez parler à certains nobles, ils vont vous dire ouais, faut parler à machin. Si vous lui avez pas parlé, parce que tous les noms vont s'inscrire juste après dans la quête, donc si vous lui avez pas parlé à ce noble là, ben vous allez dans l'encyclopédie, mettons c'est Lucon, j'ai pas parlé à Lucon, je veux savoir où est Lucon, je fais Lucon, je clique là, il a été vu pour la dernière fois près de Miséa, je clique sur Miséa, je fais pister, et je vois que Miséa c'est juste là, et je sais où je dois aller. Alors il a été vu il y a un jour à Miséa, moi le temps que j'y aille il va se passer des jours, donc sur votre chemin n'hésitez pas à taper Lucon plusieurs fois pour voir dans quelle direction il part, de les laisser griser, comme ça vous voyez un peu son parcours, vous savez dans quelle direction il va et vous savez dans quelle région au moins vous allez pouvoir le trouver. Alors parfois ils sont dans les armées d'autres mecs, donc vous pouvez pas leur parler et tout machin, j'ai jamais eu de problème à faire cette quête, même quand je savais pas qu'on pouvait les rechercher par l'encyclopédie, donc très clairement c'est pas une quête qui est très difficile. Voilà, maintenant, si jamais il vous en manque, il y a cette petite astuce pour savoir à qui vous devez parler. Vous parlez à n'importe quel noble, il va vous donner des noms. Si le nom que vous avez, vous lui avez pas encore parlé, et ben vous allez le chercher où il est par l'encyclopédie. Voilà, tout simplement. Je vous conseillerais aussi de bien profiter du early game. C'est à peu près le seul moment où vous allez pouvoir faire plein de quêtes. Hein. Vous allez pouvoir discuter dans différents villages et avoir des quêtes. Par exemple, là-bas, on voit, parce que j'ai un mode qui me dit s'il y a une quête de disponible ou pas. Si j'y vais, il va me donner une quête, à savoir qu'il y a des quêtes qui sont plus faciles à faire que d'autres, surtout en early game. C'est quoi sa quête à lui? Apporter un troupeau à la Jetta. Celle-là, c'est la quête la plus facile à faire au tout début de game. Il va vous filer un troupeau. Si vous avez une troupe de minimum 15, vous aurez très peu de chances de vous faire attaquer sur la route. Vous prenez le troupeau en lui parlant. Vous allez à la Jetta. Alors, faites pas de détour par contre. Il faut y aller. La Jetta, c'est où déjà? La Jetta, c'est là-bas. Faites pas trop de détours, hein. Vous allez en ligne droite parce que le temps imparti pour la quête souvent c'est vraiment le temps du voyage plus un jour, donc voilà, rigolez pas trop là-dessus, allez-y direct. Vous allez parler au mec à qui vous a dit, vous lui donnez le troupeau, vous gagnez 450 dollars et 30 points d'honneur. Voilà, tout simple, tout simple, tout simple, tout simple. Au début, faites des sauvegardes si vous voulez pas faire n'importe quoi ou si vous voulez pas, voilà, si vous voulez reload, faites des sauvegardes avant de prendre des quêtes. Comme ça, si vous voyez que vous pouvez pas la faire la quête, et ben vous reprenez votre sauvegarde et puis vous allez vous balader ailleurs. Maintenant, si vous vous fichez de faire des reloads, prenez la quête, vous allez rater la quête, vous allez perdre un peu de relation avec la personne qui vous l'a donné. C'est pas non plus très grave, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est à chacun de voir midi à sa porte, mais voilà, moi je vous conseillerais toujours, si c'est votre première game, de faire des saves avant de prendre une quête, de voir ce que c'est comme type de quête, et puis bah, soit vous la faites pas, soit vous y arrivez pas, mais voilà, vous revenez en arrière. Les quêtes les plus simples au début c'est clairement le troupeau, après vous allez assez vite pouvoir faire les quêtes des camps des cachettes de bandits et les quêtes aussi de comment ça s'appelle, mince, des braconniers dans les villes. Voilà, y a... Ah ouais, c'est aussi une quête qui dit acheter des marchandises à un prix moins cher dans les villes. Ça c'est des artisans qui vous demandent ça, ils vous demandent de leur ramener un truc moins cher que à combien eux ils l'achètent dans la ville. Ça c'est des quêtes qui sont super faciles au tout début du jeu. Voilà, mais ça je vais pas tout vous spoil, c'est à vous de découvrir un peu. Faites des saves si vous voulez pas rater la quête, et puis voilà, vous revenez au moment où vous l'avez prise, et puis on en parle absolument plus. Écoutez, voilà, on a fini pour cette petite explication sur le early game et ce qu'il faut faire pour bien commencer une partie. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des trucs en commentaire. Je vous conseillerais vraiment de commencer sans mode, sincèrement. Si vous voulez voir après des trucs sur les modes, allez voir ma vidéo sur les modes. Mais commencez une première fois sans mode, comme ça vous verrez pourquoi vous les avez les modes. Vous allez mieux comprendre pourquoi vous les avez et ce qu'ils vous apportent et leur utilité. Et moi je trouve que c'est d'autant mieux. Voilà.